Donc aujourd'hui, on va intervenir donc, sur la sécurisation du patrimoine. Donc le patrimoine, forcément, c'est quelque chose qui nous parle, puisque forcément, nous, on est aujourd'hui, pour vous expliquer, j'ai créé le cabinet il y a maintenant une douzaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes 4 collaborateurs et on s'oriente depuis maintenant, on va dire, 2 ans sur ce qu'on appelle le family office. En gros, pour vous expliquer la différence entre un gestionnaire de patrimoine et un family office, un gestionnaire de patrimoine va plutôt être focalisé, on va dire, sur la partie investissement, même si on doit aujourd'hui avoir une vision globale intégrant les aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux. Mais quand vous arrivez sur la dimension family office, aujourd'hui, c'est plutôt une partie qui va vous permettre d'intégrer la transmission du patrimoine intergénérationnel sur plusieurs générations, notamment pour des entrepreneurs qui ont des entreprises familiales. Donc, ça vous permet en fait d'avoir un champ de vision qui est beaucoup plus large, puisque vous n'avez pas uniquement la partie investissement, vous avez aussi tous les champs annexes, notamment ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise, la gouvernance familiale, la gestion des risques. Sur le mode de fonctionnement aujourd'hui, on a un mode de fonctionnement qui est en totale interprofessionnalité, puisqu'on travaille continuellement, alors soit avec les conseils de nos clients, soit avec les nôtres quand ils ne disposent pas de leurs propres conseils, ce qui nous permet en fait de nous, on va dire, se poser, si vous voulez, un peu comme un médecin de famille. C'est un peu l'image qu'il faudrait comprendre. On est une sorte de médecin généraliste et on va s'entourer de spécialistes. Nous, on est là pour bâtir une architecture patrimoniale et une stratégie patrimoniale à long terme. Mais par contre, toute notre partie réflexion, elle se fait en collaboration avec des avocats, des experts comptables, des notaires, des juristes et des fiscalistes. Une fois qu'on a vu tous les tenants et les aboutissants, ça nous permet de mettre en place donc, des stratégies plutôt basées sur le moyen, long terme et très long terme pour nos clients en totale interprofessionnalité. L'autre particularité aussi, c'est que vous avez une transparence totale au niveau de la structure des frais et des coûts, puisque dans le cadre du Family Office, vous êtes 100% en honoraire, donc ce qui veut dire que les clients savent exactement combien vous êtes payé. Mais nous, on a aussi une particularité, c'est qu'on laisse le choix à nos clients du mode de rémunération. Soit ils optent pour le format Family Office où ils nous payent un mandat plusieurs fois par an, généralement c'est par trimestre, sur une année. Soit on a un mandat que les gens préfèrent parce qu'ils n'ont pas, ils ont à nous payer, on va dire qu'une partie qui représente le conseil de 15% et le reste, on est sous forme de rétrocession. Dans les deux cas, de toute façon, il y a une transparence qui est totale sur cette partie-là. Nos clients sont constamment au courant, au centime d'euro près, de combien ça leur coûte et combien on est rémunéré. Voilà, ça c'est la maîtrise totale aujourd'hui de ces coûts-là. Sinon, on ne peut pas avancer. On a besoin, nous, d'être en confiance avec nos clients pour avancer dans le temps. Et ce que les gens viennent rechercher vers nous aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, le fait d'être un peu considéré comme un guichet unique pour eux qui va leur permettre de gérer plusieurs pans de leur vie, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc ça peut aller très loin, puisqu'on peut, y compris par exemple, mettre en place des systèmes de conciergerie administrative, de secrétariat personnel et ainsi de suite. Donc en fait, on va adjoindre tout un tas d'activités périphériques en fonction des besoins de notre client. Voilà aujourd'hui ce qu'est un family office. On n'est pas très nombreux encore à Lyon, c'est un système qui se développe énormément et moi donc je suis en train d'ailleurs de finaliser un nouveau diplôme que j'ai passé à Paris avec l'OREP de l'Institut de recherche patrimoniale de Family Office. Voilà pour l'histoire de Baron et Associés. Donc on a aujourd'hui nous 4 collaborateurs et on a une particularité, c'est qu'on a également un département immobilier qui nous permet de proposer nos propres opérations immobilières à nos clients, puisqu'on est également marchand de biens. C'est une activité qui est gérée par mon épouse. Voilà, pour la partie présentation, on va arrêter sur cette partie-là, puisque aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de nous, mais pour parler de la notion de patrimoine. Parce que c'est vrai que quand on entend par patrimoine aujourd'hui, tout de suite se pose la notion de qu'est-ce que c'est que le patrimoine. Vous avez le patrimoine matériel, vous avez le patrimoine immatériel. Donc vous avez par exemple sous vos yeux toutes on va dire les différentes composantes du patrimoine, que ce soit le patrimoine professionnel, privé, familial. Mais on entend aussi par patrimoine tous les aspects qu'on ne peut pas forcément intégrer, chiffrer, quantifier. Par exemple, vous avez tout ce qui a trait au nom,
tout ce qui a trait à l'histoire de la famille, tout ce qui a trait aux valeurs, qui sont des choses de la famille ou de l'individu, de l'individu en tant que tel ou chef d'entreprise, et qui sont des choses extrêmement importantes aujourd'hui, et d'ailleurs qui reviennent de plus en plus sur le devant de la scène. Nous, on le voit au travers de nos clients quand on n'a plus besoin de les sensibiliser comme on le faisait encore il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui est au centre de l'échiquier. Les gens nous demandent des choses concrètes. La sécurisation du patrimoine en fait partie, tout comme par exemple tout ce qui est investissement responsable. Toutes les valeurs éthiques qui se développent énormément aujourd'hui. Donc, le plus important aujourd'hui pour un chef d'entreprise, parce qu'on est là pour parler des chefs d'entreprise qui composent à 90% aujourd'hui notre clientèle, la première des choses, c'est que ces gens-là, on doit nous les sensibiliser en termes de risque. C'est-à-dire, eux, ils doivent être, on va dire, mentalement et pleinement, totalement responsables au courant, pardon, des risques encourus pour arriver à se focaliser sur leur activité et arriver à développer leur société. Tout ce qui est annexe aujourd'hui, ils le délèguent à des gens comme nous, ce qui leur permet de s'affranchir de tous ces systèmes-là, parce que Dieu sait qu'on a un environnement juridique et fiscal qui est complexe. Et en plus, qui peut être aggravé, bien entendu, comme vous le voyez sur la diapositive, en fonction de votre secteur d'activité. Voilà pour la notion de patrimoine. Je vais laisser donc Célia, ma collaboratrice, donc gestionnaire patrimoine aussi avec nous au cabinet, vous expliquer cette diapositive. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a très bien expliqué Damien, le patrimoine c'est quelque chose qui se divise en de multiples facettes. Et donc pour le chef d'entreprise, une partie va être constituée de ses actifs professionnels qui peuvent être forcément en danger en fonction de plusieurs types de risques. Et c'est ce qu'on appelle les points d'inflexion qui vont faire qu'on passe d'une situation prospère de l'entreprise à une situation où elle est en difficulté et où elle est face à de nombreux aléas. Donc, on a voulu, dans cette présentation, dans cette slide, montrer plus deux types de risques qui sont deux familles de risques, on va dire. Les risques exogènes, donc qui sont indépendants de la volonté du dirigeant. Donc, en ce moment, on voit bien, ça va être la crise géopolitique, notamment avec ce qui se passe en Ukraine. On peut avoir la santé du dirigeant, les mauvaises conditions économiques qui sont aussi liées, par exemple, à des faits comme le Covid, où en fait le dirigeant ne peut rien faire face à ce genre de risque. Et puis il y a toute l'autre famille de risques qui va être concernant tout ce qui va être endogène, donc qui va dépendre de sa gestion et de ses choix. Donc là, par exemple, ça peut être une absence de protection juridique, notamment au niveau de son époux, enfin de son conjoint, et de ne pas protéger, par exemple, son conjoint vis-à-vis de lui, comment il mène sa société, des dettes. Il y a un manque de structure, on va dire, juridique. Ça peut être un risque financier également. Ça peut être une absence d'ouverture et ça, c'était par rapport à tout ce qui va être ne pas regarder tout le contexte qu'il y a autour, un petit peu rester seul dans son coin et ne pas rentrer en collaboration, ne pas saisir des opportunités qu'il pourrait avoir. L'absence de diversification, ça rejoint un petit peu l'absence d'ouverture. C'est un dirigeant qui se focalise sur une seule chose de sa société au lieu de regarder une vision globale. Ça peut être un risque aussi. La mauvaise gestion, bien sûr, et une erreur stratégique par manque peut-être des fois de conseils ou de connaissance de son environnement qui peut créer des difficultés à diriger. Merci Célia. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, la notion de risque, elle est intrinsèque à toute notre activité. Et le risque, la première des choses, c'est d'abord de le classifier. Là, vous évaluez votre risque, déjà, vous en prenez connaissance pour être en mesure de savoir à quel risque potentiel vous êtes lié. Donc, sur cette procédure de connaissance, sur toute cette première partie, on a donc la phase d'identification, la phase d'évolution, vous allez voir, vous aurez un exemple après, et la phase de classement, ce qui vous permet d'aller hiérarchiser et finalement d'aller vous focaliser peut-être, il faut toujours commencer de toute façon par le début, par aller traiter aujourd'hui les risques qui sont considérés comme les plus à même d'arriver dans une période d'avenir. Donc une fois que vous avez pris une connaissance de ces risques-là,
vous avez donc la phase de traitement, qui est la deuxième phase. Donc, soit, si le risque n'est pas arrivé, vous mettez en place ce qu'on appelle une politique de prévention pour prévenir ces risques. Soit, si le risque est déjà présent, une politique de correction. Que faire pour aller soit minimiser, soit écarter ce risque qu'on a identifié aujourd'hui dans notre structure patrimoniale, personnelle ou professionnelle. Et ce qu'on appelle la partie transfert, c'est aujourd'hui, principalement, je vais déléguer ce risque. Donc, par exemple, vous déléguez ce risque en vous entourant de professionnels type avocat, assureur, pour aller, par exemple, assurer un risque très précis et défini. Donc, on a tout un tas d'instruments aujourd'hui qui nous permettent de faire ce qu'on appelle la cartographie des risques, qui sont des indicateurs que nous, on utilise constamment. Et ça peut aller, alors bien entendu, donc là, on est entouré de gens spécifiques, qui est un métier qui est vraiment de plus en plus en progression. C'est toutes les personnes qui s'occupent de ce qu'on appelle la gestion de crise. Alors, vous avez soit des professionnels, soit des professionnels réglementés type avocat, soit vous avez des structures privées qui aujourd'hui sont chargées de faire vraiment de la gestion de crise profonde. Là, on est quand même plutôt sur des sociétés cotées ou des patrimoines très importants pour aller faire de la gestion de crise profonde, mais c'est des aspects. Je vous donne un exemple. Par exemple, ça a été révélé de toute façon avec la crise en Ukraine. Auchan, par exemple, qui refusait de fermer ses magasins en Russie. Donc, voilà, il a fallu traiter cette crise-là en interne, par exemple. Ensuite, vous avez un exemple, donc sous les yeux, de la première partie que nous on fait quand on est avec un client. C'est-à-dire, donc, on identifie le risque. Vous avez la probabilité que ça arrive, qui va de rare à récurrent. Vous avez un niveau, donc bien entendu, que vous mettez en fonction de la rareté ou de la probabilité de survenance de ce risque. Et face à ça, en face, vous mettez l'impact que pourrait avoir ce risque que vous avez identifié sur votre structure. Donc, vous avez plusieurs possibilités en termes d'impact. Là, sur ce tableau que vous voyez ci-dessous, devant vous, pardon, on a choisi, nous, plutôt d'aller chiffrer et quantifier en termes de chiffres, justement, cet impact sur la partie budget de l'entreprise pour voir ce que ça pourrait représenter. Donc, je ne sais pas, vous avez un risque faible sur la réputation de votre société qui pourrait être inférieur à 10 000 euros, mais qui n'aura pas d'impact sur la stratégie ou le fonctionnement du groupe familial. Bon, ça, vous imaginez bien que chaque typologie de risque, de toute façon, est différente selon chaque client, selon chaque secteur, selon chaque entreprise. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on fait au cas par cas. C'est du sur-mesure, mais c'est une cartographie aujourd'hui qui est essentielle et indispensable. Et qu'on encourage d'ailleurs, on vous encourage à commencer un travail que tout le monde peut commencer à faire à son niveau, puisqu'on s'aperçoit des fois qu'on a des risques finalement qui sont flagrants, avec des mesures pas forcément très compliquées à mettre en place, ni très coûteuses, mais qui permettent déjà de faire face à un certain nombre de risques. Alors ici, vous avez plutôt une partie, par exemple, à gauche, schématique. On va dire, est-ce que mon risque est acceptable ou non? Oui, s'il est acceptable, qu'est-ce que je mets en place comme mesure de correction? Puisque dans ce cas-là, je n'ai pas besoin forcément d'aller faire de la gestion de crise. Voilà, c'est un petit schéma qui vous permet de savoir est-ce qu'il faut corriger, prévenir ou transférer le risque. Tu veux expliquer le schéma? Donc le schéma, c'est vraiment de s'intéresser un petit peu à ce qu'a dit Damien avant, plus dans le traitement du risque. C'est-à-dire qu'on va avoir une alerte à un moment donné, ça peut être économique, ça peut être au niveau de la concurrence, et il faut pouvoir la traiter, la faire remonter en fait au sein vraiment de la direction, de l'analyser et ensuite donc de mobiliser soit ses compétences à soi-même, soit de s'appuyer sur des conseils qui peuvent être de différents types, un avocat, un expert comptable, en fait vraiment demander l'avis de quelqu'un et pour utiliser justement peut-être lui ses techniques ou ses connaissances qui pourront justement permettre
de traiter le risque. Et en fait, c'est vraiment un cercle qui se fait tout le temps, qui permet aussi une amélioration des conditions. Et vraiment, c'est vraiment un processus qui d'une alerte, potentiellement un risque, peut devenir une opportunité au fur et à mesure si on s'entoure des bonnes personnes, si on réfléchit bien et que on le traite, en fait, tout simplement. On peut ouvrir le champ des possibles et déboucher, pourquoi pas, sur des nouveaux horizons, des nouvelles stratégies qui vont se mettre en place. Donc là, vous avez plutôt un exemple d'un plan d'action et de mesures correctives. On a essayé de mettre, des fois c'est un peu compliqué à comprendre, donc de pas trop complexifier la chose. Donc effectivement, vous avez un exemple, je prends celui du bas, hein, une absence de contrat de mariage, par exemple, aujourd'hui, peut mettre en danger le patrimoine, on va dire, conjoint des époux s'il n'y a pas de séparation qui a été. S'il n'y a pas de séparation qui a été opérée entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. D'ailleurs, on retrouve très clairement, c'est un des risques ou une absence que nous, on relève fortement, comme pourrait l'être, je ne sais pas, tiens, on prend un exemple là, qui n'est pas forcément un trait au chef d'entreprise, mais une personne pacsée ou un couple non marié pacsé, parce qu'on le retrouve de plus en plus, qui n'a pas mis en place de testament. Par exemple, chez le notaire. Où là, on se rend compte que quand on lui explique, c'est juste une catastrophe internationale pour les enfants. Bon. Donc aujourd'hui, vous avez toujours, on est toujours dans le même processus d'évaluation, d'identification, de classement des risques et derrière de mesures correctives à apporter ou de changements à effectuer pour aller canaliser ce risque-là. Donc, en termes de protection que peut apporter le gérant au niveau de son patrimoine, la première chose, et vraiment nous, ça revient un petit peu à ce que vient de dire Damien, c'est vraiment sur la protection du conjoint. C'est pour nous l'axe principal de vraiment se structurer au niveau matrimonial. C'est pas seulement pour son conjoint, c'est aussi pour ses enfants, que tout soit structuré et que on puisse avancer un petit peu l'esprit tranquille. Donc ça revient en fait au second point qui est aussi la structuration juridique, c'est primordial de vraiment faire le distinguo entre son patrimoine professionnel et ce que on attribue à son activité et tout ce qui va être personnel et qu'on va potentiellement partager avec sa famille ou son conjoint. Et donc, ce qui veut dire la nécessité de s'entourer, que ce soit des avocats, des juristes, des family office, ça peut être également aussi des assureurs, toutes ces personnes-là, en fait, qui vont vraiment pouvoir donner les connaissances et les techniques qui sont possibles et tout ce qui peut être mis en place justement pour structurer tout ça. Et bien sûr, c'est également s'intéresser sur le degré de responsabilité qu'on a au niveau de la société en fonction du statut juridique, que l'on soit en SARL ou en SAS, on aura des niveaux de responsabilité qui seront différents. Et donc, ce qui peut, en cas de faillite ou en cas de problème financier, être plus ou moins grave pour son patrimoine personnel. Donc, c'est pour nous primordial de le dire aux dirigeants d'entreprise de ne pas avoir honte de faire un diagnostic et de se faire aider auprès des différents conseils qui existent afin de comprendre comment il est structuré à l'heure actuelle et comment on peut optimiser cela. Et de se rendre compte vraiment un petit peu du niveau auquel son patrimoine professionnel représente au niveau de son patrimoine global. Donc c'est pour nous, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très souvent et la plupart du temps, on remarque que les dirigeants n'ont pas forcément connaissance de l'impact, ils ne connaissent pas certaines, on va dire, failles que peut avoir leur structuration et leur potentiel impact qui peuvent être des fois plus que catastrophiques. Oui, nous, on se rend compte dans les faits, en fait, que très souvent, il y a une espèce de tabou là-dessus, donc nous, on lève, fort justement, et qu'on permet de traiter. Mais en fait, c'est un peu comme si vous aviez des gens qui refusaient de voir la réalité et qui se disent moi, ce risque, ça n'arrivera jamais, ou ça arrive aux autres, ça n'arrive pas à moi.
Sauf que malheureusement, le jour où ça vous arrive, si vous n'avez rien mis en place, concrètement, vous pouvez vous retrouver dans une situation très compliquée, hein, qui peut aller jusqu'à la faillite, bien entendu. Donc, je pense que le déni, c'est jamais une bonne chose, dans quelque circonstance que ce soit. Il vaut mieux affronter la réalité en face et voir aujourd'hui, poser un diagnostic précis, comme peut le faire, on en revient toujours à cette image de médecin, mais comme peut le faire votre médecin avec vous, vous posez un diagnostic et en fonction de ce diagnostic, vous opérez les mesures correctives nécessaires. Alors là, on vous a quand même mis un petit schéma barbare, parce qu'il fallait quand même faire un petit schéma qui soit complexe, hein, sinon ça n'aurait pas été marrant, pour vous donner un petit peu de difficulté à lire ce schéma. Mais en fait, finalement, il n'est pas si compliqué que ça à lire. Tu veux expliquer le fonctionnement? Le fonctionnement, en fait, il faut partir du centre. Donc, le sens d'une entreprise, c'est son dirigeant, c'est ses actifs, c'est son business model, c'est sa raison d'être aussi, de plus en plus maintenant, qui est important d'ailleurs, oui. Son exploitation. Et en fait, ce que vous allez voir autour, donc protéger les individus et le patrimoine, ça va être vraiment les 4 points autour, c'est vraiment les 4 points centraux qu'un dirigeant doit avoir en tête au moment où il fait ses opérations et au moment où il veut se structurer, parce que c'est vraiment des points de vigilance. C'est les points sur lesquels il faut avoir la vigilance la plus accrue au niveau de sa structuration. Par exemple, si on regarde au niveau de faire face à l'activité, à l'arrêt de l'activité et assurer la continuité du modèle de revenu, si demain le dirigeant est malade, comment il fait? Comment sa structure continue de vivre? Et ben, c'est une question qui est primordiale et donc pour lequel il doit se poser cette question-là. Le dire au niveau des conseils, parce que c'est un risque qui peut survenir à n'importe quel moment. Et donc, par exemple, comment j'assure la continuité? Ça peut, par exemple, de se mettre un contrat homme-clé pour protéger le dirigeant en cas de soucis. Et c'est un petit peu de mettre le curseur à un niveau pour savoir à quel point on est protégé et pouvoir faire face à divers aléas qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Donc, le premier point, je pense que le plus important, c'est la prévoyance. Hein. Aujourd'hui, nous, c'est vraiment le tout premier point qu'on met en avant aujourd'hui face à nos clients. C'est un peu pour les choquer au départ. C'est aujourd'hui, vous décédez. Qu'est-ce qui se passe? Combien ça coûte? Qu'est-ce que récupère votre femme? Qu'est-ce que récupèrent vos enfants? Comment ils assurent la continuité de l'activité? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc déjà, généralement, quand vous commencez par ces questions-là, la majorité des gens, vous les avez perdus. Parce que derrière, commencez à avoir des visages qui se ferment devant eux, mais c'est justement notre rôle, hein, parce que nous, notre rôle, c'est pas de vous annoncer le soleil et le beau temps à longueur de temps, c'est aussi de mettre le focus et mettre le doigt là où ça fait mal, pour dire justement, voilà, aujourd'hui, nous, on est effarés de se rendre compte que la plupart du temps, les gens se disent, bon, non, si je décède, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Les gens n'ont pas quantifié, n'ont pas mis de mesures forcément en place, ou alors même les gens qui ont mis des mesures en place, des fois on entend souvent, bon, je l'ai fait parce que mon assureur m'a demandé de le faire. Ils ne connaissent même pas le niveau de leur garantie, le niveau de leur couverture, des capitaux d'essai qui peuvent être en jeu, et ainsi de suite. Donc nous, on encourage, non seulement on met le doigt là-dessus, puis on encourage tous les chefs d'entreprise à revoir ces éléments de prévoyance une fois par an. C'est obligatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, les niveaux de couverture correspondent toujours à l'évolution de la société, correspondent toujours à l'évolution de votre niveau de vie, de votre mode de vie, de votre structure conjugale? Donc voilà, un exemple très précis en termes de prévoyance. Demain, je me retrouve en fauteuil roulant, je peux plus venir, je peux plus me déplacer, je peux plus exercer mon activité. Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis rémunéré? Combien de temps? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment des aspects ultra importants pour nous, parce que c'est les premiers éléments qu'on met en place aujourd'hui. Donc là, on arrive, on ne va pas non plus vous mobiliser l'ensemble de votre temps. Vous l'aurez compris au travers de cette présentation succincte, mais qui a quand même le mérite de vous faire comprendre que le plus important, c'est vraiment de cartographier ces risques, de les identifier, de les évaluer,
Si après vous décidez finalement, après évaluation, que vous êtes en mesure de supporter le risque ou que finalement vous estimez que ce risque a trop peu de chances, très peu de probabilité d'arriver ou de survenir, que vous décidiez de rien mettre en place, c'est votre choix. Mais par contre, vous aurez décidé de le faire parce que vous aurez analysé avant. Et donc, vu que vous aurez les éléments en votre possession, vous pourrez prendre la décision en connaissance de cause. C'est toujours pareil, c'est ce qu'on explique à nos clients. Ça ne sert à rien de se boucher un œil. Il faut ouvrir les yeux, regarder ce qui peut être fait. Voilà aujourd'hui un peu ce à quoi on peut servir, par exemple, au cabinet auprès de nos clients. Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation qui était vraiment très claire et très synthétique. Donc, si je résume finalement les deux conseils que vous avez donnés, enfin j'en ai relevé au moins deux, importants, il me semble-t-il, c'est de faire un diagnostic de son patrimoine, donc de ne pas hésiter vraiment en tant qu'entrepreneur à faire appel à des professionnels pour voir la part de son patrimoine professionnel versus le patrimoine privé et voilà, de faire diagnostiquer tout ça. Et puis, comme vous venez de le rappeler en conclusion, de réfléchir vraiment au risque qu'on encourt en termes de probabilité impact pour pouvoir décider des actions à mettre en place, quoi. Exactement. Très bien résumé. Parfait. Bon, j'ai bien écouté. Merci à vous. Et il y a une question qui a été posée par rapport au tableau que vous aviez montré avec les chiffres, quand on parlait de risques faibles, modérés, etc. Les montants sont adaptés selon chaque entreprise? Oui, les montants sont vraiment adaptés selon chaque secteur, selon chaque entreprise, selon le secteur d'activité, selon l'âge de la personne. Il y a vraiment tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu. Donc le plus important d'abord, c'est de comprendre la personne. En fait, on en revient toujours au même point. C'est vraiment de communiquer au départ pour essayer vraiment de cerner au mieux votre client en face de vous et vous dire, bon, est-ce que j'ai bien compris l'environnement dans lequel il évolue? Donc nous, très clairement, par exemple, ça peut nous arriver de manière récurrente d'aller nous renseigner aussi sur les secteurs d'activité de nos clients pour aller justement voir si on n'a pas oublié tel ou tel risque qui pourrait subvenir. Donc là, on vous a mis un exemple, mais ce n'est pas un exemple qui est… il ne faut pas le prendre comme acquis. C'est vraiment un tableau que nous, on met à jour et qui est différent selon chaque client. Ok. Après, il y a une autre question. Quels peuvent être les outils pour se prémunir face à certains de ces risques? Après, est-ce qu'il est un peu possible de creuser un peu plus les leviers activables, comme le contrat homme-clé qui a été évoqué, par exemple? Le contrat homme-clé, oui, ça c'est quelque chose que nous, on retrouve par exemple le contrat homme-clé, comme peut l'être par exemple, vous avez des couvertures d'essai entre associés, vous prenez une société où il y a plusieurs associés par exemple, qu'est-ce qui se passe en cas de décès d'un des associés parce que forcément, sa descendance ou tout du moins son degré, sa branche familiale va récupérer les actions. Donc, il y a par exemple des mesures à mettre en place pour aller dire au niveau des statuts, tiens, en cas de décès, les associés sont prioritaires. Donc, ça, c'est plus la partie qu'on va faire avec l'avocat juridique, plus la partie statut. Ensuite, vous voyez avec l'assureur pour effectivement mettre en place un capital qui puisse permettre aux autres associés, par exemple, de racheter des parts de celui qui est décédé. Ça, c'est des choses qu'on voit fréquemment, qu'on met en place aussi. L'homme clé, c'est effectivement en cas d'invalidité, aujourd'hui, que ce soit permanente, partielle, temporaire, totale, c'est vraiment quand une activité, on se rend compte que sans son homme clé, sans son dirigeant, elle ne peut pas fonctionner. Donc là, généralement, on vient couvrir ce risque. Généralement, le temps de mettre en place, par exemple, soit un nouveau dirigeant, soit de mettre en place les mesures nécessaires pour aller le temps que la personne revienne. Donc ça, pareil, ça c'est plutôt, on va dire, avec la partie assureur qu'on va mettre en place cet outil-là. Donc, si vous demandez de mettre en avant un des outils, d'abord, j'ai envie de vous dire, c'est de faire un classement de ces risques-là, de les évaluer en fonction de votre entreprise propre. Et ensuite, la première des choses, c'est d'abord de regarder si vous en avez avec votre avocat juridique et avec votre assureur. Parce que déjà, au travers de ces deux personnes-là, ou de ces deux familles aujourd'hui, soit les avocats, les assureurs, vous pouvez quand même, on va dire, soit mettre en place des mesures correctives, soit préventives pour, on va dire, 90% des événements qui pourraient subvenir. Donc aujourd'hui, vous évaluez, vous classez votre risque et vous commencez par regarder avec votre avocat ou votre assureur pour évaluer ces risques. Donc nous, généralement, on intervient plutôt
nos clients va faire appel à nous pour la partie, on va dire, d'évaluation, identification, classement des risques. Voilà. Et derrière, on va voir auprès de ses conseils s'il a déjà tout ce qu'il faut pour aller avancer plus loin dans sa démarche ou si vraiment on a besoin d'aller trouver des nouveaux relais ou des nouvelles personnes pour aller corriger tout ça. Mais il n'y a pas forcément des outils. L'outil, c'est l'outil de cartographie des risques. C'est l'outil numéro 1. C'est celui-là. Okay. Et qu'on fait en fonction de chaque personne. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Est-ce qu'il y a des réactions, des remarques? Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux préciser un peu tout ce qui est prévoyance, un peu comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a? La prévoyance aujourd'hui, de toute façon, c'est le nerf de la guerre pour un chef d'entreprise aujourd'hui. Par exemple, moi, en ce moment, je suis en train de revoir avec mon assureur toute ma prévoyance personnelle pour savoir si elle correspond toujours à l'évolution de la société, à ce que je souhaite réellement. Parce que quand vous opérez, par exemple, des modifications au niveau de la structure juridique ou fiscale de votre patrimoine, ce que, par exemple, moi, je suis en train de faire en ce moment, ça apporte tout un tas de changements avec des nouveaux risques qui vont apparaître et notamment le risque numéro 1 en termes de prévoyance. On ne va pas parler du décès tout de suite parce que forcément, il y a le décès, c'est évident, avec un capital décès à mettre en place, mais c'est plutôt ce qu'on appelle les indemnités journalières. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que votre contrat il peut couvrir en cas d'invalidité partielle ou totale, à quel montant vous êtes assuré par jour, combien vous touchez concrètement. Demain, j'en sais rien, vous attrapez le chikungunya, puis vous êtes resté couché pendant 6 mois chez vous à dormir. Qu'est-ce qui se passe si vous ne pouvez plus travailler, combien vous touchez. Donc ça, c'est vraiment la partie aujourd'hui. Prévoyance, ça comprend à la fois tout ce qui est incapacité et invalidité de travail, que ce soit temporaire, partiel, total. Ça couvre ces risques-là. Ils sont généralement indemnisés de manière journalière et ou forfaitaire d'ailleurs. Et ensuite, vous mettez en place, généralement, vous assurez plutôt les décès par des montants et un capital que vous allez percevoir. Vous décidez d'ailleurs, généralement c'est conjoint dans la plupart des cas, mais qui va percevoir ce capital pour couvrir le décès. Et comment il est déterminé ce capital? Le capital, il est déterminé en fonction d'une table de mortalité d'assureur aujourd'hui. Donc, ça va être dépendant principalement de l'âge qui est question et du niveau de l'âge, du niveau de capitaux à assurer. Donc, soit on se dit, alors soit on peut partir de deux postulats en se disant, moi je veux quel contrat il faut que je mette en place si je veux toucher 200 000 euros, par exemple. Soit on part dans ce sens, soit on part dans l'autre sens en se disant, aujourd'hui, on a identifié au travers des risques et par exemple, je sais pas, de la succession, du chiffrage de la succession en cas de décès, que ça coûterait tant, donc on veut s'assurer pour tel montant pour être capable, par exemple, de faire face au droit de succession. Et le dernier point qui est important, c'est aussi, un des plus importants, c'est la table de mortalité va être aussi fonction de l'état de santé du dirigeant. Et on va regarder aujourd'hui vos antécédents, votre passif, votre passé médical. Et donc, en fonction de tous ces éléments-là, âge, santé, montant du capital à assurer, on va définir, l'assureur va définir une prime qui vous correspond et qui va donner ensuite un montant que vous aurez à régler généralement de manière mensuelle. Et du coup, c'est à mettre à jour régulièrement en fonction de l'évolution de la rémunération. Tous les ans, il faut mettre à jour cette partie, au moins la partie décès et la partie invalidité, il faut la mettre à jour une fois par an. Nous, c'est ce qu'on conseille auprès de tous nos clients. D'accord. Et je suppose aussi que dans la partie gestion du patrimoine, il y a la préparation de la retraite finalement. Oui. Est-ce que ça rentre en compte aussi dans les activités? Alors ça, de toute façon, en fait, c'est vrai qu'on n'en parle même pas, mais généralement, c'est le point numéro 1 qui revient auprès de nos clients, on va dire, quand ils viennent nous voir, c'est pour préparer aujourd'hui le train de vie futur une fois qu'ils auront arrêté leur activité. Parce que c'est vrai qu'on est sur un modèle de retraite par répartition, mais qui malheureusement n'est pas du tout favorable aux chefs d'entreprise aujourd'hui. Ce qui fait que nous, généralement, on met en place des
des politiques d'investissement, que ce soit financières ou immobilières, qui vont produire des effets à long terme pour un petit peu regarder le train de vie futur de nos clients. On chiffre bien entendu l'étendue de la perte financière qui va être occasionnée par l'arrêt de l'activité. Et c'est vrai que les gens ne savent pas forcément que un chef d'entreprise, c'est catastrophique, mais si, c'est qu'il n'y a quasiment rien au niveau de la retraite s'il n'a pas mis en place tout au long de sa vie et de son activité des différents contrats, type Matelin, différents plans d'épargne retraite, ce genre de choses qu'on peut mettre en place. Parce que c'est vrai que ces gens-là, les chefs d'entreprise sont très peu couverts à ce niveau-là aujourd'hui. Et c'est je dirais, un des objectifs numéro 1 de nos clients, c'est d'assurer leur retraite. Donc là, oui, au travers de leurs moyens, de leur patrimoine, de leur structuration, de leurs objectifs, de leur durée d'investissement. Très souvent, les gens nous disent « Non, mais maintenant, c'est trop tard, je ne peux rien faire ». Même aujourd'hui, une personne à 50 ans, qui a 10 ans ou 10-15 ans on va dire de travail devant lui, peut encore mettre des choses tout à fait cohérentes pour la retraite, même à 50 ans. Plus on le fait jeune, mieux c'est, mais c'est jamais trop tard pour se lancer dedans. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? C'est clair pour tout le monde. Je crois que c'était très clair et très fourni. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, encore une fois. Il n'y a pas de souci. On reste à votre disposition. Merci. Olivier, est-ce que tu veux reprendre la main? Oui, merci. Merci Anne-Fleur, merci Damien. On va rapidement mettre le podcast en ligne. Alors, pour ceux qui souhaitent le revoir sur la partie adhérente du site Les Rebondisseurs avec un petit compte rendu. Et puis, j'en profite pour vous parler de nos événements très rapidement à venir. Pour les adhérents, nous avons un café du rebond. Donc, rendez-vous le 6 à 8h30 autour d'un café pour échanger entre rebondisseurs. Pas de programme. Voilà, Xavier est déjà prêt. Donc, pour échanger autour d'un café, faire connaissance et partager ensemble. Et le 6 à 12h30, nous avons un webinar en partenariat avec Harmonie Mutuelle qui fait presque la complémentarité et la suite logique de ce qu'on vient de se dire, puisqu'avec un de nos rebondisseurs qui est Stéphane Blondel, on parlera retraite et justement comment préparer ce rebond vers la retraite. Le 16 décembre, il devrait y avoir un club rebond également en Bretagne. Je parle sous ton contrôle, hein, non parce que c'est tout frais. Hein. Voilà. Et puis pour la suite, on va programmer le calendrier 2023 des événements avec la poursuite de ce qu'on a mis en place au cours de ce dernier trimestre pour continuer de parler des rebondisseurs. Et on avait la chance d'avoir avec nous Claire, qui fait partie des fondatrices de l'association. Donc c'était chouette. Merci Claire pour ta présence. Avec plaisir. J'ai appris plein de choses. Bien. Bon. Donc merci à tous. Anne, tu vas rajouter quelque chose? Avec le toujours pas de voix. D'accord. Elle est rajouter parce qu'elle n'a pas de voix. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les rebondisseurs, pour ceux qui n'étaient pas adhérents, n'hésitez pas à aller voir le site internet, nous suivre sur les réseaux pour toutes les activités rebondissantes et continuer à faire du rebond une valeur pour l'économie française et le développement des entreprises. Merci à tous. Encore merci Anne-Fleur et Damien pour votre présence et le temps que vous avez consacré. Pas de souci. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Et toutes.